on va commencer très large hein, pour que tu puisses, toi, te présenter, voilà, nous dire qui tu es et bah, nous parler également de ton entreprise rapidement. Voilà, savoir qu'est-ce que c'est OneCub, qu'est-ce que tu fais et si est-ce que tu as décidé d'entreprendre seul ou est-ce que tu entreprends à plusieurs avec des associés? Ok, donc moi je suis Olivier Dion, je suis le président fondateur de OneCube. C'est une startup que j'ai créée il y a 10 ans, 10 ans depuis quelques jours. Et donc j'étais ingénieur télécom, j'avais travaillé 3 ans dans les systèmes d'information, notamment celui d'EDF. Et puis j'ai décidé de lancer ma startup, donc relativement jeune, sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'était les données personnelles. C'était encore un peu tôt pour se lancer sur un tel sujet. La vision, elle n'a pas changé. C'était de redonner la maîtrise sur leurs données aux individus en créant des outils pour ça. Parce que les entreprises, les organisations de leur côté avaient des outils puissants déjà à l'époque pour enregistrer, analyser les données des individus, mais de l'autre côté, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, donc je suis parti sur ce sujet au début dans des groupes de travail à distance basés à Harvard notamment. Et puis petit à petit, c'est un sujet qui est arrivé en Europe avec quelque chose, je pense, dont vous avez pas mal entendu parler ces derniers temps, c'est le RGPD. Et donc il y a plusieurs années de préparation. Donc j'ai contribué à ma petite échelle dans tout ça, au RGPD. Et maintenant, en fait, après le RGPD, on a eu en 2020 la stratégie européenne des données qui exprime complètement cette vision que j'avais il y a 10 ans. Il faut créer des outils, des standards pour permettre aux individus d'utiliser leurs données comme ils le souhaitent et dans le respect de leur vie privée et de la réglementation. Et donc c'était un tout petit sujet très prospectif au début. C'est aujourd'hui un sujet très, très stratégique qui, je l'espère, à un moment donné, va devenir un vrai sujet de marché. Ça devrait normalement. Et j'espère que OneCube sera là pour s'exprimer sur ce marché. Donc voilà, et donc par rapport à ta question, donc est-ce que j'ai créé tout seul? C'est vraiment moi le porteur de projet, ça vient de convictions intimes et profondes sur l'évolution de l'innovation du digital sur notre siècle. Mais je suis parti avec 3 autres associés au départ, qui sont plus là depuis longtemps. Donc ça s'est pas forcément très très bien passé. Et ils n'ont pas forcément eu la patience de rester. Donc c'est très très bien quand des associés arrivent à rester très longtemps ensemble, mais ça dépend de beaucoup de paramètres. Et donc c'était vraiment moi au début le porteur de projet. Et puis une équipe, ça se recrée. C'est le fil rouge, ça a quand même été moi sur ces années, avec petit à petit des gens qui sont venus s'associer au projet de divers. Et Cyril, par exemple, en fait partie. Cyril, il est là. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'associés fondateurs, le CEO, le CTO, le storytelling classique. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Ses alliés, ses amis, on les rencontre sur le chemin et de différentes manières. Du coup, je rebondis un peu sur ce que tu as déjà mentionné dans ta première réponse. C'est finalement, comment est-ce que tu es venue cette idée justement de créer OneCube? Est-ce que ça émane de valeurs vraiment personnelles? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Alors, l'histoire, le storytelling pour entreprise, ce serait de dire qu'en travaillant chez EDF, j'ai vu des choses, et c'est vrai, hein, des choses qui ne me plaisaient pas forcément avec les données. Et EDF, c'était 30 millions de personnes dans la base de données, hein, c'était la moitié de la France, qui n'était pas illégal, hein, c'était juste qu'il y avait un vrai manque de transparence sur ce qui était fait avec les données. Donc moi, j'avais ma vision en tant que client d'EDF et ma vision en tant qu'acteur du système d'information d'EDF, et ça ne me plaisait pas. Je pensais qu'on pouvait faire mieux. Mais de manière beaucoup plus profonde que ça, non, ça vient de mon goût pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et où ça va et à quelle vitesse ça va surtout. Je me faisais un peu peur à moi-même avec tout ce qui est toutes les histoires sur le transhumanisme, le concept de singularité, le moment où la machine dépasse l'homme. Où c'était, pour reprendre, c'était Alan Turing donc, qui a créé l'informatique moderne, qui disait le moment où la machine va dépasser l'homme, ce sera très très rapide en fait. On s'en rendra compte beaucoup trop tard.
mais elle va devenir beaucoup, beaucoup plus intelligente que nous d'un coup. Alors, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en travers de cette route-là. Mais en tout cas, moi, je me disais, quoi qu'il arrive, de toute façon, l'intelligence artificielle, les machines, les algorithmes prennent une place croissante dans notre vie et de manière exponentielle et sur tous les aspects de notre vie. Même aujourd'hui, même les rencontres, finalement. C'est des algorithmes Tinder qui nous permettent de nous croiser, donc pour tous les sujets de notre vie. Donc, ce que je voulais, c'est un humanisme moderne, en fait, ce qui m'a poussé toutes ces années, c'est remettre de l'humain dans tout ça, le plus possible, avant qu'on se retrouve avec des technologies qui s'éloignent complètement de ce qu'est un être humain, de ce qu'il représente, de ce qu'il veut exprimer. Et donc, ces technologies, quelles qu'elles soient, les technologies qui m'intéressent, c'est les technologies qui permettent à un être humain de dire aux machines ce qu'il souhaite et pas l'inverse. D'accord. Et donc, est-ce que du coup, c'est véritablement ça qui t'a motivé, qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Ou est-ce que tu as eu d'autres drivers à côté en plus de ça? C'est un croisement de plusieurs choses. Et je pense que c'est toujours dans les décisions qu'on prend, c'est un peu toujours comme ça. Donc, je le disais en introduction, j'ai passé 3 ans dans le conseil chez EDF notamment. Je travaillais pour Accenture chez EDF. Ce que j'ai vu, c'est que j'étais un peu différent de mes collègues dans le sens où j'essayais tout le temps de proposer des choses, d'aller plus vite et j'étais pas forcément écouté parce qu'il y avait une inertie hiérarchique forte qui est pas propre à EDF ou à Accenture. Hein. J'attaque pas du tout ces entreprises-là. C'est propre à toutes les grandes structures, tous les grands groupes. Difficile de s'exprimer pour moi. Ça correspondait pas à ma personnalité. Et pour moi, c'était une évidence. Et je savais de toute façon, depuis toujours, je savais que j'allais être entrepreneur. J'avais aussi des modèles familiaux qui me permettaient de m'inspirer pas mal de ça. Et donc, et puis, en fait, j'attendais d'être un peu plus mûr, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin parce que son expérience, on l'a fait vraiment. C'est tellement différent. On l'a fait dans le projet entrepreneurial et pas en dehors, pas en lisant des livres. Donc à cette époque-là, ce que je faisais, c'est que je lisais énormément de choses sur l'entrepreneuriat, énormément de bouquins, notamment américains, sur ce que c'est que d'être entrepreneur. Et finalement, c'est pas que c'est inutile, ça donne un petit cadre, mais c'est vraiment en le faisant qu'on apprend. Et justement, au-delà de cette, on va dire, part inspirationnelle de devenir entrepreneur, il y a aussi la part de motivation. Comment est-ce que tu trouves la motivation au quotidien? Parce que j'imagine, comme tous, tu as à gérer les hauts et les bas. En plus, si tu es maintenant seul porteur de ton projet, est-ce que tu as des conseils, des astuces justement à donner pour réussir à conserver cette motivation tous les jours? Alors, j'en aurais beaucoup sur différents plans. Faut voir, c'est un projet vraiment qui a une histoire particulière à OneCube parce que 10 ans sur un marché qui existe à peine, qui est à peine en train de s'ouvrir, il faut tenir les 10 ans, il faut garder la motivation pendant 10 ans. C'est très, très compliqué. Déjà, je dirais que la première chose, c'est de regarder à l'horizon. Il y a des problèmes, évidemment, il se pose toutes sortes de problèmes sur le chemin, mais c'est de regarder loin devant ce qu'on cherche à atteindre et voir si on s'en rapproche ou pas. Donc, je me rappelle une petite anecdote. Je me rappelle, j'avais pris des cours de conduite améliorée où on avait fait un test, une simulation de conduite sur glace en mettant des petites roulettes à l'arrière de la voiture. Et en fait, dès qu'on donne un coup de volant, la voiture part dans le décor. Le conseil qu'on nous avait donné, c'est lever le regard, regarder loin devant. Et ben en fait, je le ressens à peu près de la même manière. Quand je me sens pas bien, quand j'ai des problèmes, des difficultés que je rencontre, c'est de regarder loin devant. Et concrètement, je suis sur un sujet très très long, mais très structurant pour l'ensemble de la société. Je suis très content du sujet que j'ai choisi il y a des années. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde partout dans le monde qui s'intéresse à ce sujet. Je n'ai pas encore trouvé complètement ma place, mais j'ai une bonne idée de ce que c'est. Voilà, c'est long, ça fait partie du jeu. J'ai pas choisi un
un succès rapide de toute façon. Je n'ai pas choisi un chemin rapide de toute façon, donc je l'accepte. Et quand je regarde l'horizon, oui, je me rapproche quand même de ces objectifs-là. D'accord et donc ben, tu vois, là, c'est vrai qu'on a parlé de motivation. Il y a quelque chose aussi qui me vient, mine de rien tout de suite à l'esprit, c'est le stress et sa gestion. Est-ce que toi, du coup, tu as adopté une certaine technique? Comment est-ce que tu l'appréhendes, au quotidien également? Alors, on peut toujours donner des techniques, c'est toujours dur, hein, quoi qu'il arrive. Encore récemment, j'ai eu quelques petits soucis. C'est toujours dur. Ça le sera toujours. Maintenant, il faut faire confiance à quelque chose, c'est que on s'habitue à des difficultés qu'on a déjà rencontrées. Si on les rencontre à nouveau, c'est quand même moins dur les fois d'après. Donc, il faut faire confiance à ce processus-là. J'étais stressé partout. Non, pardon. J'étais stressé par beaucoup de choses que je ne connaissais pas au départ. Aujourd'hui, je sais comment réagir. Maintenant, aussi, en avançant, on rencontre ce que je disais, donc, par exemple Cyril, et Cyril a été là dans beaucoup des galères que j'ai pu rencontrer. On construit petit à petit, année après année, autour de soi, un cercle de personnes qui vont nous aider. Alors parfois, Cyril, je l'appelle juste pour lui raconter mes malheurs, et ça me fait du bien. Donc ça peut faire partie des solutions. Et puis parfois aussi simplement pour essayer de trouver des pistes de résolution. Quand on finit par être un survivant, en fait, quand on a rencontré 10, 20 fois, 30 fois des problèmes divers et qu'on se rend compte qu'on arrive toujours à s'en sortir, ben, la fois d'après, on se dit je vais trouver. Et on Ça sait. rejoint aussi la thématique du jour, justement, la résilience, que ce soit au quotidien ou, à long terme et Catherine qui mentionne aussi, le processus d'apprentissage, j'imagine, sur le terrain. Voilà, à l'action donc effectivement, c'est ça. Donc, tu veux que je décrive la résilience, ce que c'est pour moi? On va y revenir un petit peu après. Il y a encore d'autres, questions plus sur toi, ton ressenti et ta vision de l'entrepreneuriat que j'aimerais, explorer. Est-ce que pour toi, il y a une bonne posture entrepreneuriale à adopter? Est-ce que ça nécessite d'avoir, une certaine connaissance de soi, de développer une certaine complémentarité justement avec des associés ou non? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Et finalement, quels seraient les conseils que tu donnerais aux jeunes d'Olivier d'il y a 10 ans quand il a commencé, la route de l'entrepreneuriat? Alors, plusieurs petits conseils, mais qui ont été importants pour moi. C'est jamais essayer d'être quelqu'un d'autre. Il faut essayer d'être pleinement soi-même. C'est ce qui demande le moins. Le moins d'efforts, c'est être soi-même. Après, on se découvre au fur et à mesure. C'est compliqué. Je me suis beaucoup découvert ces 10 dernières années. Certainement beaucoup plus que si j'étais resté dans le confort d'un grand groupe avec un bon salaire. Là, mon salaire, il dépend de ce que je fais, ou ce que j'arrive à faire ou à ne pas faire. On apprend évidemment beaucoup plus. Et la première chose, c'est d'apprendre sur soi. Donc là, je vais c'est un exemple d'outils. Il y en a plein d'autres, mais moi, c'est celui qui m'avait le plus amusé. Attendez, je le mets là. Donc, c'est MBTI. C'est un exemple de test de personnalité. Alors, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Ça met les gens dans les cases. En l'occurrence, là, il y en a 16. Mais ça montre en tout cas qu'on a un panel de personnalités très variées. Et il faut essayer d'un peu de se comprendre, de prendre du recul sur soi-même. Ce type de test aide à prendre du recul. Il ne faut pas le prendre, faut pas boire tout ce que le test nous ressort. Il y a des choses qui nous parlent, d'autres moins. Mais globalement, je trouve ça assez pertinent. Et moi, ça m'a aidé beaucoup à réfléchir sur moi-même. Pourquoi c'est important? Déjà pour prendre de la distance dans les moments où ça ne va pas. Prendre de la distance avec soi-même. Et ensuite, c'est dans le rapport aux autres. On cherche souvent à s'associer par rapport à un niveau d'expérience ou à des compétences. On cherche à s'associer aux autres, soit des associés, soit des salariés, soit des partenaires. On cherche d'abord et c'est bien normal, hein, sur des compétences et sur l'expérience. Un point clé, un point déterminant, c'est la complémentarité qu'on a avec nos partenaires. Et ce point-là, il est essentiel pour moi, c'est la complémentarité sur le tempérament, le caractère, les valeurs aussi. Donc voilà, le MBTI, c'est un petit exemple d'outil qui permet de réfléchir à ces questions
variabilité de la personnalité, voir où on se situe et avec quel type d'acteur, soit on se sent le mieux, soit on se sent le mieux complété. Donc, par exemple, moi, pour ceux à qui ça parle, moi, je suis ENFP sur le test MBTI. Un ENFP, c'est pas un roi de l'organisation. Je vois qu'il y a Virginie sur la conférence. C'est elle qui m'aide. Bon, je fais pleurer Virginie régulièrement, pas parce que je suis méchant, parce que je suis quelqu'un de très gentil, mais parce que je suis très, très désorganisé. Et voilà, j'ai besoin de gens autour de moi pour m'aider sur ça. Ça diminue mon effort. Donc, bien se connaître, c'est aussi c'est créer de meilleures associations. Ça, c'est essentiel. Avec Cyril, on va se rejoindre énormément aussi sur les valeurs et sur ce qui m'avait moi freiné dans mon parcours rapide dans les grands groupes, c'est une envie de toujours proposer de nouvelles choses, aller de l'avant. Et ça fait aussi partie de la résilience. Hein. C'est que quand ça va pas, quand je suis dans une impasse, je vois que naturellement, tout de suite, j'ai envie de proposer quelque chose de nouveau. Le risque, c'est de s'éparpiller. Mais bon, en restant 10 ans sur le même projet, je crois que j'ai montré que j'étais capable d'être assez focus sur un sujet. Mais en tout cas, voilà, on retrouve des gens sur des personnalités, des valeurs, etc. Les compétences, c'est pas suffisant. Ouais, du coup, Catherine, elle est contente parce qu'elle a trouvé, un double ENFP a priori, en ta personne, puisqu'elle l'est aussi également. Et du coup, ça je fais un peu la boucle avec la question suivante que je me posais. C'est, est-ce que finalement donc là, d'avoir réalisé ce test de personnalité et cette connaissance de soi, est-ce que ça t'est utile justement pour la gestion des relations en interne avec tes prestataires? Est-ce que c'est un filtre, que tu utilises toi, par exemple, pour, trier, gérer tes relations professionnelles? Alors, on va pas faire passer un test à tout le monde non plus, sauf Cyril qui fait ça, hein, mais il a bien raison, mais on peut pas le faire. Non. Mais non, ça m'a juste poussé à réfléchir sur ces choses-là, beaucoup, beaucoup en discuter. Le test, finalement, je l'ai fait passer à des amis au départ, pour voir ce que ça valait, voir ce que ça avait dans le ventre, et tourner autour, voir par rapport se poser des questions par rapport à ces relations variées. Et donc oui, ça m'a beaucoup aidé. En permanence, j'utilise et j'analyse, en tout cas par ce prisme-là, j'analyse les relations que j'ai. D'accord, donc par exemple, quand tu vas, réfléchir à aller chercher un prestataire, tu t'intéresses pas seulement, à son tarif et à sa gamme de produits. Tu t'intéresses aussi à la Alors, personne que tu as en face. ouais, alors c'est plus, j'ai fait alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais j'ai fait une erreur d'association avec un partenaire récemment qui a eu des conséquences financières compliquées à gérer. J'ai fait une erreur là, j'ai fait une erreur de valeur. Moi, j'étais vraiment sur un projet de long terme avec une part de risque. J'étais clair sur le partage d'un risque. Et la personnalité, je l'avais mal analysée. La personnalité, je pensais que c'était quelqu'un d'assez proche de ma personnalité. Et je me suis pas mal trompé. Moi, je suis très, très conciliant, en fait. Et non, en face de moi, là, j'avais quelqu'un de très obtus. Ouais, c'est essentiel. C'est pas une science exacte du tout. Hein. C'est juste des outils pour s'aider. Mais oui, oui, c'est pour moi totalement essentiel. Et donc quand on est, entrepreneur, il y a souvent une sorte de fusion d'images, on va dire de personnalité entre l'entreprise elle-même et le fondateur. Donc du coup, comment est-ce que tu communiques sur ton business? Est-ce que justement ça transpire à travers tes valeurs, ou pas du tout? Voilà, comment est-ce que tu t'exprimes auprès de tes Non. clients? Et est-ce que tu as adopté une stratégie particulière de communication ou commerciale? Alors, le message commercial, finalement, c'est tout l'enjeu d'une startup. Ce qu'on appelle startup, c'est pas de définition exacte de ce qu'est une startup, mais je dirais que c'est avant de parler d'entreprise. Moi, j'ai pas envie de rester une startup toute ma vie. J'ai envie de créer un projet qui devient une entreprise qui fonctionne. C'est une entreprise, c'est quand elle a trouvé son marché, elle a trouvé son discours. Donc finalement, le discours marketing, qui pour moi n'est pas un gros mot, c'est quelque chose qu'on travaille en permanence.
auprès de tout le monde. On teste finalement, on teste le message sur une très très grande variété d'acteurs et on aborde différents angles de l'idée qu'on a en tête. Et en fait, on va polir, avec tous ces contacts avec l'extérieur, on va polir notre idée de départ, lui donner du corps, lui donner de l'épaisseur. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et on va acquérir une vraie connaissance sur ce qu'on voulait faire au départ. Au départ, j'avais qu'une vision, j'y connaissais rien. J'avais une vision que je partageais avec d'autres gens, j'ai rien inventé, hein, je partageais avec d'autres gens. Des choses qui me plaisaient, des sujets qui me parlaient. Et ensuite, c'est cette exploration du marché avec tous ces messages marketing-là qui permet de façonner de passer de l'idée à quelque chose de beaucoup plus concret. Alors évidemment qu'on émet énormément de sa personnalité parce que toute cette exploration, on va la faire, c'est le porteur de projet qui doit la faire. Ça ne peut pas se sous-traiter. C'est quelque chose de très personnel. Et donc, ce que j'ai dit au départ, mes aspirations profondes, donc à remettre de l'humain dans cette technologie que j'adore, qui me fascine, mais qui me fait peur en même temps, évidemment que c'est ça qui ressort dans toute cette méthodologie de dire ce message à toutes ces organisations, à toutes ces personnes. Et c'est moi, en fait. C'est une conversation géante. C'est une conversation que j'ai avec des milliers de personnes. Au départ, dans un cercle très restreint de passionnés geeks comme moi, et aujourd'hui, avec des organisations et des personnes de tous les continents. Et ça, c'est fascinant. Et ça fait partie du plaisir pour moi de ce qu'on fait. C'est une exploration. Et tout à l'heure, tu nous parlais justement de tes débuts entrepreneuriaux, que tu étais vraiment féru de lecture. Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a inspiré et que tu conseillerais à ceux qui sont là ce soir? Alors, ce que je ne conseillerais pas, c'est de faire trop ce que j'ai fait, de trop lire les histoires des autres. Il faut faire la sienne propre à un moment donné. Surtout quand c'est des histoires d'entrepreneurs américains. C'est pas du tout c'est pas le même jeu. Je pense que beaucoup pleureraient s'ils devaient venir entreprendre en France. C'est beaucoup plus dur chez nous. Parce qu'on est simplement sur un terrain beaucoup moins propice à ça. On est entouré encore aujourd'hui, ça a progressé depuis les 10 ans que j'entreprends, mais on est encore entouré de beaucoup de gens qui ont du pouvoir en France et qui n'y croient pas, tout simplement. Donc voilà, donc faut faire ses propres lectures. Je forcerai aucune lecture. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est biographie d'entrepreneurs, d'hommes politiques et autres. Tous ceux qui ont une histoire à raconter, finalement. Et donc, ou même des sportifs, par exemple. Et donc, ouais, non, c'est pas forcément un bouquin, mais c'est des principes très, très simples, très grand public, hein, c'est très consensuel, dont je t'ai parlé hier, mais qui, moi, me parlent bien, en tout cas, parce que, justement, il n'y en a pas beaucoup. J'aime pas trop tout ce qui est, alors je sais même plus comment ça s'appelle, mais les trucs très américains de coach personnel et en fait recevoir des messages en permanence sur la manière dont il faudrait se comporter. Au final, on finit toujours par se sentir mal parce qu'on peut jamais cocher toutes les cases. Mais donc pour moi, la version la plus simpliste que ça, de ça que j'ai pu trouver, c'est les accords Toltec. Alors je sais plus comment ça s'écrit. Je crois que c'est TOL. Attends, je vais Bah, retrouver. je vous mettrai. TOLTEQES. Ah ben regarde, j'ai pas fait exprès, mais pour de vrai, je l'ai sur mon bureau. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est pas en tant que livre, hein, c'est très basique hein, comme livre. Mais donc dans les accords, moi ça m'aide pas mal. Donc je les dis rapidement, les 4 accords, c'est que votre parole soit impeccable. Donc bien parler aux autres, toujours, et sur soi-même aussi. Ça inclut le soi-même. Ne pas être trop dur avec soi-même. Ensuite, ne jamais en faire une affaire personnelle. Alors ça, c'est assez énorme pour moi parce que j'étais quelqu'un de très susceptible, jeune. Et il faut mettre son ego de côté finalement. On croit que c'est l'ego qui nous maintient à flot quand ça va pas. Mais l'ego, ça peut vraiment perturber beaucoup de choses.
Une phrase de ma mère, qui est mon plus grand philosophe, finalement, mon plus grand modèle de philosophie, qu'elle me répétait tout le temps plus jeune, c'est personne ne t'attend. Et finalement, les gens, à part quand on crée de l'historique avec quelqu'un, oui, personne n'attend un sauveur en nous, et personne n'attend une révolution de notre part. Et puis, personne ne nous en veut de base. Après, il y a parfois, pour certaines raisons très précises, on peut nous en vouloir personnellement, mais c'est quand même assez rare. Et finalement, il faut créer un certain détachement par rapport à ça. Ça aide à résister à la déprime des noms qu'on va recevoir, des innombrables noms qu'on va recevoir en tant qu'entrepreneur. Bon, ben voilà, un nom, c'est un nom, on en a beaucoup. Parfois, c'est après un gros investissement en temps, en argent. Voilà, on fait un effort pour quelque chose, on a un nom, ça fait partie du chemin et il ne faut pas le prendre pour soi. Les investisseurs, par exemple, ont des critères qui leur sont propres. Et si votre projet est trop risqué, qu'ils ne le comprennent pas et ils ne mettent pas d'argent, et puis on va avoir d'autres investisseurs et ce n'est pas très grave. Donc ça, c'est le deuxième. Et les deux autres. Ne faites aucune supposition. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, c'est important. Pour explorer un marché, il ne faut pas trop supposer. Il faut prendre quelques intuitions, quelques chiffres, et ensuite aller demander aux gens, essayer de comprendre les motivations profondes des gens. Il y a 1000 formes de non et il y a 1000 formes de oui. Faut demander. Faut simplement demander. Et le dernier, c'est faites toujours de votre mieux. Donc, c'est donner le maximum, mais être en même temps, il y a une forme d'indulgence avec soi-même, encore une fois. C'est dur, c'est beaucoup plus dur que d'obéir aux ordres et de faire ce qu'on nous demande et d'avoir un salaire fixe à la fin du mois. Donc, voilà, on fait de son mieux et on s'en veut pas, parce que sinon, le moral est tellement important pour ce qu'on fait. Il faut se ménager et se dire que ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérience, tous ces noms. Voilà. Et justement, je rebondis, qu'est-ce que tu aimes le plus en tant qu'entrepreneur? Oh, c'est tout ce qui est en fait transformer une idée en quelque chose de concret. Le moment où, le moment où on sent qu'il y a un déclic. Donc souvent c'est collectif, souvent l'idée, c'est quelque chose de très intérieur qui n'est pas construite seule, hein, qui est construite au croisement de lecture et de rencontres. Mais la matérialisation de cette idée, ça par contre, c'est vraiment toujours collectif. Et là, en ce moment, dans ce que je fais, par exemple, donc c'est loin d'être abouti, mais être sur la même thématique, la même vision qu'il y a 10 ans, et me retrouver à parler avec des Coréens, des Brésiliens, des Américains, des Australiens, des Japonais, pour essayer de trouver comment on va le faire concrètement, c'est extraordinaire, en fait. C'est une sensation extraordinaire. Du coup, le revers de la médaille, qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, dans les petites choses, je vois plus Virginie. Mais dans les petites choses, je les envoie à Virginie, en fait. C'est tout ce qui est organisation. J'aime me concentrer. En fait, je suis très. Il y a énormément de choses à faire et je vais toujours repasser à la priorité numéro 1. Je pense que c'est très utile et ça m'aide beaucoup. Et par exemple, dans les situations de crise, lister les options, il y a une partie exploration, lister les options pour s'en sortir, et celle qui a le plus de chances de concrètement nous sortir de la mauvaise situation, on met tous ces efforts dessus jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Donc, voilà, ça c'est encore une fois différents profils. Il y a des gens qui... je ne suis pas un manager, je ne suis pas quelqu'un qui organise. Par contre, je vois rapidement différentes opportunités, différentes possibilités, et je me concentre sur celle qui a le plus de chances de marcher. Tout seul, je ne fonctionnerai pas bien, donc j'ai besoin des autres. Donc ça, c'est ce qui m'est pénible sur les aspects concrets du quotidien, et ce qui est pénible, ce qui est difficile sur la longueur, sur les années, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est une aventure très personnelle, et forcément autour de nous, on a une famille, on a des amis, on a un couple, plusieurs, et forcément, ça a un impact sur eux. Donc les parents qui s'inquiètent, c'est normal. Mes parents ont été... mon père a été entrepreneur, il s'inquiète. Ça fait partie de... C'est pas parce qu'il pense que je suis un mauvais entrepreneur, il n'en sait pas grand-chose.
c'est parce que c'est des parents et qu'ils s'inquiètent, c'est normal. Les amis ne comprennent pas forcément comment on peut avoir tel niveau d'études ou travailler dans tel domaine où il y a beaucoup de recrutement et accepter de prendre ce risque. Voilà, tout le monde se fait son opinion et il faut ne pas le prendre pour soi, on est aux accords. Ne pas le prendre pour soi, c'est normal. De leur point de vue, c'est normal. On prend le risque pour soi-même parce qu'on y trouve quelque chose. Et le couple, c'est difficile aussi. On peut pas. C'est essentiel pour l'équilibre. Pour beaucoup de gens. Après, il y a des gens qui peuvent s'en passer, mais moi, j'en fais pas partie. Et donc, c'est un risque qu'on prend soi et qui a un impact énorme sur le couple. Bah, justement, tu vois, ça allait être ma question suivante. Finalement, comment est-ce que tu gères et est-ce que tu arrives à gérer cet équilibre justement vie pro, vie perso, vie de famille? C'est difficile. Bah là, j'ai 37 ans. Je pense que j'aurais apprécié à mon âge avoir des enfants, par exemple. C'est toujours pas le cas et je pense que c'est très, très fortement lié à mon parcours compliqué. Mais on verra, c'est pas, c'est pas terminé. Et donc, oui, donc j'ai eu plusieurs couples, pas beaucoup, mais ce que j'ai vu, c'est, oui, j'y arrive, mais il faut ménager du temps pour le couple, et puis tout ça, ça tient un temps. Au bout de plusieurs années, si c'est dur pendant plusieurs années, vous, c'est votre projet, vous avez votre vision à long terme, vous voyez que vous vous rapprochez de l'horizon, etc., tout ce qu'on a dit avant. Mmh. Personne en face, elle attend d'autres choses, parce que sa vie évolue, acheter une maison, par exemple, faire des enfants, et c'est totalement compréhensible. Et donc finalement, je le prends pas pour moi, et voilà. Si les parcours doivent se séparer, ils se séparent. Moi, je changerai pas ce que je suis. Maintenant, ça définit quand même beaucoup ce que je suis. Et on peut pas en vouloir aux autres de ne pas être alignés sur quelque chose d'aussi particulier qu'un projet entrepreneurial, surtout s'il dure très longtemps. Maintenant, ce que je ferais différemment aujourd'hui, et ce que j'ai fait différemment en étant un peu plus mature, c'est d'être beaucoup plus clair dès le départ sur, voilà, moi je suis ça, et toute ma vie, j'explorerai de cette manière-là. Alors j'espère que ça me fera une vie plus stable et plus confortable, mais je ne travaillerai pas moins et j'arrêterai pas de prendre des risques. C'était pas, quand j'étais plus jeune, c'était pas forcément exprimé clairement. Je pouvais avoir tendance à essayer d'être conciliant, à dire oui, mais plus tard, non, en fait, je ferai toute ma vie comme je suis aujourd'hui, donc il faut l'accepter ou pas. Et pour toi alors, quelle serait ta propre définition du succès? Oh, c'est le succès, c'est le plaisir que je vais y trouver moi. Donc, c'est pas un succès financier. L'argent, c'est un moyen. C'est essentiel, c'est clé, c'est le cœur du truc, l'argent. Mais c'est pas ça que je mesure le succès. Pour l'instant, moi, dès là, ce que je disais tout à l'heure, le plaisir que j'y trouve à co-construire quelque chose de gigantesque avec le monde entier, ça, c'est une première part du succès. Et après, ce que va signifier l'argent, c'est des moyens de le réaliser. Et finalement, les organisations qui mettent de l'argent, c'est-à-dire qu'elles y croient aussi. Donc, c'est une validation de l'idée. L'idée était bonne, donc on est prêt à payer pour ça. Mais c'est ça le succès que j'y cherche. C'est tout simple. Hein, c'est moi être heureux avec tout ce que je fais, y trouver vraiment du bonheur. Je trouve pas de bonheur. Je trouve que c'est un peu masochiste. Hein, c'est du bonheur dans la souffrance, mais mais Bah, justement, tu vois, je m'ennuierais autrement. Et j'ai c'est testé une bonne moi dans les grands groupes. introduction, pour les quelques questions suivantes, puisque là, on rentre vraiment dans le cœur de la thématique, de l'échange de ce soir. Donc, sur la résilience et sur la gestion de l'argent au quotidien. La résilience, ça signifie quoi pour toi, justement? Donc pour moi, c'est arriver à aller vers cet horizon, à encaisser les coups qui se présentent sur le chemin et petit à petit à diminuer l'effort à faire pour encaisser ces coups. Donc ça revient à l'acceptation, mais c'est un coup ça fait mal, ça fait toujours mal. Maintenant, il y a des moyens justement par la connaissance de soi de diminuer le choc
de diminuer l'effort à faire pour repartir de l'avant. D'être... on plie, mais on ne rompt pas. C'est exactement ça. D'être plus fluide. Et on et on arrive à traverser énormément de choses en cherchant à atteindre ça. Il y a beaucoup de moments sur le plan pro ou sur le plan perso, où je pense que c'est le cas pour tout le monde, où on se retrouve dans des impasses. Et c'est voir qu'on arrive à retomber quelques années plus tard sur la même impasse, mais cette fois, on y arrive. Cette fois, c'est fluide. Cette fois, ça se passe bien. On a mis en place les mécanismes, on a l'expérience pour passer l'obstacle facilement. Et on peut aller chercher des plus gros obstacles ensuite. Et sur un point de vue beaucoup plus terre à terre, comment est-ce que tu gères ta semaine? Est-ce que tu as une organisation de travail? Par exemple, est-ce que tu te détermines un nombre d'heures que tu dois travailler? Ou est-ce que tu as une routine ou pas du tout? Alors, là, on en revient aux personnalités. Donc moi, ma personnalité, c'est le chaos. C'est le chaos total. Non, c'est pas vrai. Je travaille énormément. J'ai vu que j'aimais pas, j'étais plutôt un couche-tard, donc je peux travailler très tard, mais si j'ai pas de rendez-vous, ça me dérange pas de me lever à 11h. Par contre, je peux travailler une partie de la nuit voilà, tous les soirs. Ça dépend complètement. Après, le Covid a quand même fait beaucoup exploser nos habitudes de travail. Évidemment que je me réglais sur le rythme des autres quand j'allais au bureau tous les matins. Donc là, ça explose le rythme complètement, le Covid. Comme je me mets à beaucoup travailler avec l'étranger aussi, il y a beaucoup de décollage horaire à prendre en compte, donc des appels de nuit, c'est assez fréquent. Et non, je travaille un peu tout le temps en fait. Donc, Du coup, justement, dans ton organisation, dans ta gestion de ta semaine, est-ce que tu te cales, est-ce que tu te réserves des plages horaires justement pour ta vie perso? donc plus le week-end, pas beaucoup de vacances, honnêtement. J'ai du mal à décrocher, même quand je suis en vacances, je suis accroché au téléphone, accroché au mail. Souvent, je me dis que ça me ferait du bien 2-3 semaines à complètement couper, mais c'est juste pas possible. Donc, je suis même pas sûr d'en avoir envie. Ouais, c'est ça. Au final, tu y parviens jamais, tu as toujours l'entreprise en J'ai tête. toujours, j'ai toujours ça en tête. Donc non, c'est plus le week-end où j'essaie quand même d'avoir des moments de vraie coupure. Maintenant, je suis pas forcément je suis pas un exemple. Je suis pas quelqu'un qui fait ça vraiment bien de couper. Voilà, je suis pas encore un moine. J'espère que je progresserai aussi sur ça. OK. Et pour la gestion de l'argent au quotidien, ça se traduit comment pour toi? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que justement c'est quelque chose que tu gères complètement, tu le fais toi-même ou est-ce que tu délègues? Virginie, encore une fois, elle est là. Donc non, mais donc la gestion de l'argent. Ouais, donc l'argent, on dit c'est le nerf de la guerre. C'est dans un jeu, ce serait votre nombre de cœurs. S'il n'y a plus d'argent, on est mort. J'ai été pas loin de l'être à de nombreuses reprises. Et donc, en fait, on adapte. C'est coulissant. On adapte son niveau de dépense au moment et aux opportunités, aux situations. Il faut être capable, sur le plan pro et sur le plan perso, d'être dans la frugalité, de diminuer très très fortement son train de vie. Donc ça, là, je fais un lien avec ce que je disais sur le couple. Quand vous êtes en train de prendre un risque et que vous dites, voilà, pendant les 6 prochains mois, plus de dépenses, ça a forcément un impact sur les gens qui vivent avec vous. Mais il faut être parfois capable de le faire. Il ne faut pas être dépendant de son train de vie. Si c'est possible, à telle ou telle période, de partir plus en vacances, de faire plus de dépenses quotidiennes, etc., il n'y a pas de problème. Si on sent que là, la période va être plus compliquée, il faut être capable de s'adapter, être souple et être capable d'être dans la frugalité. Comment je fais sur le plan pro, c'est pareil. Donc c'est Virginie et Cyril qui m'aident à faire ça. Quand la situation se tend
sur le plan de la trésorerie. On élimine toutes les dépenses, par exemple, tous les petits abonnements à droite à gauche qu'on peut éliminer. On repousse, comme on peut, par des échéanciers, les prêts. Et puis, on va chercher des opportunités. Donc, on met en place un plan de guerre, en fait, pour tenir le plus longtemps possible. Il y a une question de timing, il y a une question de gestion de la trésorerie dans le temps qui est essentielle. Donc, petit à petit, on trouve ses marques par rapport à ça. Je suis pas du tout, je dirais pas que je suis un expert de ça. Par contre, j'ai survécu à beaucoup de situations compliquées en appliquant à peu près toujours ces mêmes principes simples de réduction drastique des dépenses. On n'attend pas, il faut le faire tout de suite. On coupe ce qui n'est pas nécessaire. On le reprendra après, c'est pas grave. On lisse ce qui revient tous les mois et on va chercher de nouvelles pistes pour se refaire. Et justement, tu vois, pour éviter bon, ça marche pas forcément à tous les coups, mais pour essayer d'éviter d'arriver à cette situation de plan de guerre, est-ce que tu prends le temps d'anticiper justement et de prévoir tes dépenses, etc. Est-ce que tu es vraiment conscient de toute ta gestion comme ça au quotidien, de ta trésorerie, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu délègues et tu regardes plus ou moins, mais tu te Non, je me concentres fais aider. Non, je me fais aider. J'ai besoin de ça. Je sais que c'est pas mon fort. Par contre, j'ai besoin de savoir en permanence où on est à peu près ma trésor. Et je sais à peu près là maintenant, je sais à peu près tous les jours où j'en suis, ce qui vient, ce qui arrive, par la force des choses. Même si on n'aime pas ça, c'est une obligation. Donc, mais je me fais aider pour ça. Et j'ai identifié ça comme un des points les plus importants pour tenir. C'est d'avoir une vision très très claire. Maintenant, est-ce qu'on peut planifier à 1 an ou même à 6 mois? Non, concrètement, pas sur des projets innovants en fait. Il peut se passer beaucoup de choses, bonnes comme mauvaises. J'avais pas prévu le Covid. Il y a des choses qui devaient arriver, elles sont en train d'arriver maintenant. Elles devaient arriver à peu près à la même époque l'année dernière. Bon, il a fallu tenir ce temps-là. C'est le problème qu'ont énormément d'entrepreneurs, de restaurateurs, etc. En ce moment. C'est oui, il y a des aides de l'État, mais c'est un problème d'incertitude. Si je sais que ça réouvre dans 6 mois, bon ben voilà, je coupe tout, je coupe le contact pendant 6 mois et puis je prévois comment survivre pendant 6 mois, etc. Mais là en ce moment on peut pas. On navigue à vue. Donc c'est le cas pour tous les projets et finalement tout ralentit. Mais c'est ça, c'est l'incertitude qui est dure à gérer. Et ça fait partie des choses aussi qu'on apprend à gérer, c'est le niveau d'incertitude. On navigue dans une mer d'incertitude et faut s'y faire parce que ça fait partie du jeu. Il faut pas avoir. Il y a de la peur quand la situation se complique ou quand on a quelque chose de totalement imprévu comme le Covid par exemple. Il y a de la peur. Il faut pas l'éliminer cette peur. Elle met dans des dispositions qui vont permettre de réagir. Il ne faut pas qu'elle paralyse, mais il ne faut pas l'éliminer. Il faut avoir peur. J'ai peur quand je suis dans le rouge. J'ai peur. Mais j'agis. C'est ça ce qui doit arriver tout de suite derrière ce moment de peur. C'est d'agir. C'est pas d'être abattu. C'est pas d'être déprimé. On peut être déprimé le soir même d'un coup dur. On appelle Cyril et on lui raconte ses malheurs. Et puis le lendemain, c'est reparti. Il faut très très vite rebondir. Oui, donc l'exemple même de la résilience aussi pour toi. Ouais, et puis fondamentalement, je pense qu'il faut. Après ça, je ne l'ai pas travaillé, ça fait partie de mon caractère. Il faut être très optimiste. Je finis par. Ce qu'on entend beaucoup quand on est entrepreneur, c'est des gens qui vont dire mais je vais me faire l'avocat du diable, qui commencent leur phrase comme ça. Maintenant, ça me fait rire. Pendant un moment, ça m'énervait. Maintenant, ça me fait rire. Parce qu'ils croient tous qu'ils sont les seuls à connaître cette expression. Mais donc, ils se font l'avocat du diable. Et en fait, ils vous sortent tout ce qui pourrait ne pas aller. La plupart du temps, vous avez très bien identifié, évidemment, tout ce qui pourrait ne pas aller. Mais vous avez décidé quand même d'essayer de faire fonctionner ce qui pourrait aller.
Et voilà. Et je vois que on cultive ça aussi. C'est ce qui fait que peu de gens entreprennent. C'est qu'on va toujours voir d'abord le risque avant de voir l'opportunité. Un entrepreneur, souvent quand même, un entrepreneur voit d'abord l'opportunité et ensuite analyse le risque et essaie de trouver des réponses aux différents risques posés. Et donc pour, cette partie, on va dire un petit peu moins fun de l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres actuellement? Et justement, comment tu y fais face, au-delà d'appliquer cette psychologie de «j'ai peur mais j'agis» et est-ce que du coup c'est formateur? Est-ce que ça t'apprend des choses? Alors des difficultés, il y en a toujours, même quand il y a des bonnes nouvelles, il y en a toujours autour de mauvaises. Donc c'est un flow continu et c'est juste ça fait partie ça fait partie du jeu et du métier. Ouais, en ce moment c'est dur. En ce moment c'est dur. Le Covid n'aide pas. Il y a de très belles choses, mais ces très belles choses, elles sont repoussées, repoussées, repoussées. Parce qu'en face, on a des organisations qui sont dans l'incertitude, comme tout le monde. Et donc, pendant ce temps-là, les dépenses continuent. Et, dépenses, les remboursements d'échéances de prêts, etc. Donc, comment je fais en ce moment, c'est que je me concentre. En fait, je fais des listes, tout bêtement, de point par point. Et je vais du plus urgent au moins urgent. Et j'explore, surtout, j'arrête pas d'explorer de nouvelles possibilités. Là, par exemple, il y a un projet. Tout ce qui s'est repoussé, c'est des projets qui devaient se faire à peu près au moment du Covid l'année dernière, qui sont en train de se faire maintenant, des gros projets. Mais là, il y a un projet qui est tombé que je n'attendais pas du tout, qui est en train de se faire très très rapidement, beaucoup plus petit. Mais faut pas se priver de ça en fait. Quand on a un problème, faut pas non plus être complètement omnibilé par ce problème et continuer à ouvrir le jeu. Donc, ce serait quoi? Ce serait aussi, se remettre en question et avoir cette forme d'agilité pour explorer, d'autres pistes de ton marché? C'est quoi? Ouais, c'est ça, par exemple. D'autres pistes du marché où en fait beaucoup s'appuyer sur son réseau, en fait, sur les gens qu'on a autour de soi. Dire de manière. Les gens, même quand ils sont pas payés, les gens aiment donner des conseils, adorent aider. Alors après, il faut qu'ils soient pertinents, il faut savoir juger de leur niveau de pertinence. Il ne faut pas avoir qu'une seule personne qui nous donne tous les conseils. Il faut un éventail de conseillers et exposer de manière très franche ces problèmes. Oui, ça c'est quelque chose d'assez essentiel. C'est aller chercher de l'aide auprès de son réseau. C'est faut pas prendre pour argent comptant tout ce que vont nous dire nos conseillers tout le temps. Il n'y a que nous qui avons ce modèle en tête de notre situation avec tous ces aspects les plus fins. Donc, il faut croiser les conseils et ensuite prendre des décisions. Mais ouvrir le jeu, c'est explorer d'autres pans de son marché, oui, d'autres marchés, et c'est s'appuyer sur cet environnement proche qui va pouvoir nous ouvrir les yeux, nous faire voir les choses différemment. Après, je suis effectivement d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça peut être aussi compliqué parce qu'il y a, pour certains, il y a aussi une part de honte et de pression de la part des autres et de la société qu'on n'est pas tout le temps en mode succès. Donc, c'est parfois Alors, difficile aussi d'aller être honnête et de dire, bah voilà, en ce moment, ça va pas du tout, j'ai besoin d'aide. est-ce que Cyril sait très bien depuis plusieurs années? Je m'en fous complètement. Je m'en fous. Donc, c'est ça, c'est pour toi aussi la clé, c'est d'être affranchi du regard des autres. Mais ça me parle pas en fait. Je m'en fous, c'est leur problème. Et ça m'aide beaucoup d'être comme ça. Donc voilà, je m'en fous. Est-ce que justement, tu penses que Et si- d'être affranchi du regard des autres, c'est aussi ça, une certaine forme de résilience et ça te permet de perdurer depuis toutes ces années? je ne suis pas complètement affranchi du regard des autres. Par exemple, mes valeurs, elles doivent transparaître. J'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre. C'est
Donc, non, je suis pas complètement affranchi du regard des autres. Mais par exemple, j'ai à plusieurs reprises été dans des situations matérielles très difficiles. Aller dire à quelqu'un pour échanger, avoir des conseils, avoir de l'aide. Voilà, j'ai telle et telle difficulté. Ça me pose aucun problème, j'ai pas de honte ou quoi que ce soit. Je suis en train d'essayer quelque chose qui est complexe. Et faut pas garder pour soi des problèmes qui pourraient parler à d'autres qui ont vécu des choses similaires. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup évolué dans des environnements d'entrepreneurs, avec d'autres projets autour de moi. C'est pour ça que c'est essentiel et que ça fait du bien. Et que même on se rencontre au fur et à mesure des années. Donc on garde forcément beaucoup ces amitiés des études. Mais on se crée aussi beaucoup de nouvelles amitiés dans le cercle des entrepreneurs, parce que tout bêtement, on peut parler de problèmes qui font sens, qui font sens dans cette communauté-là. Donc, Et justement, pour garder ton cap, pour garder aussi tes valeurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser ou de renvoyer un client? Et si oui, pourquoi et comment est-ce que tu as alors, c'est pas j'aimerais en avoir plus de clients, ça fait rire Cyril. Non, c'est pas refuser un client, mais en tout cas, c'est de voir venir un client ou un prospect sur une approche, une architecture de solution qui est opposée à ce que je vois. Souvent, en fait, surtout en France, ça c'est un des grands problèmes de la France, c'est que les gros se servent beaucoup des petits pour avoir des idées, puis des gens qui travaillent beaucoup, qui sont experts de leur sujet, mais les payent pas, ou très peu, très très mal. Donc il va falloir d'une manière ou d'une autre changer la donne là-dessus si on veut que la France soit plus présente sur les sujets innovants. Mais donc de toute façon, s'il y a une part d'investissement de la startup pour aller sur telle ou telle solution, et ça va être dur quoi qu'il arrive avec n'importe quel client au début. Et donc quand je vois que c'est complètement éloigné de ce qu'on veut faire, je m'écarte naturellement et j'écarte la piste. C'est simplement, mais c'est un calcul rationnel aussi. Hein. C'est que pour pouvoir s'en sortir, il faut que une même offre puisse correspondre à plusieurs clients. Si on fait un effort trop spécifique pour un client, ben finalement, c'est un coût, c'est un investissement de notre part. Et on ne peut pas forcément le supporter, cet investissement. On n'a pas forcément les moyens de le supporter, cet investissement. Donc, c'est aussi un calcul rationnel d'essayer plutôt de... On analyse le marché, on voit qu'il y a une solution qui pourrait correspondre à un pool d'acteurs assez large. On y va, et si un autre acteur nous propose quelque chose d'orthogonal, radicalement différent, il faut vraiment se poser la question de est-ce que je change tout mon modèle? Est-ce que je développe quelque chose de spécifique ou pas? C'est une question à se poser. Il faut savoir dire non aussi, de toute façon, à beaucoup de choses, beaucoup de projets. On ne peut pas aller sur tout. C'est très, très dur d'alterner ces phases d'exploration et ces phases de focus. Mais il faut, en fait, c'est un va-et-vient permanent où on développe au moment où on trouve un focus. Mais donc, c'est savoir rejeter des choses qui ont l'air alléchantes, mais qui sont vraiment trop éloignées de ce qu'on fait. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que c'est un concept qui te parle ou justement tu explores, tu rates ou tu réussis, mais finalement tu regrettes jamais ce que tu entreprends, ce que tu fais? Non, c'est un mot que je ne connais pas. Donc, un grand optimiste, alors un grand positif. Oui. Et du coup, donc, la question de la fin pour finir, si tu avais un seul et unique conseil à donner pour les entrepreneurs de ce soir, qu'est-ce que ce serait? Tu devais vraiment retenir une chose de notre échange ce soir. Je reprendrai ce que j'ai dit au début. C'est l'horizon. Il va se passer plein de choses, bonnes et mauvaises, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Mais c'est l'horizon, et c'est l'horizon qui permet, c'est de porter le regard loin, qui permet de passer sur toutes les aspérités et d'y trouver du plaisir. Si vous ne seriez pas là ce soir
si vous n'étiez motivé que par le chèque à la fin du mois. C'est que vous avez d'autres aspirations et ces aspirations-là, on ne tient pas des années en attendant juste d'être riche. On ne tient pas 10 ans en attendant juste d'être riche. On tient 10 ans parce qu'on est porté par l'horizon. Ok, bah écoute, je pense que je ne pouvais pas avoir une réponse plus poétique que celle-ci. Donc, si Cécile, Jean-Jacques, Jamel, Malo, Théo, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, là, on peut avoir une petite plage d'échange avec Olivier. Donc, si vous avez des questions pour lui, c'est le moment. Moi, ça ira, mais c'était très intéressant en tout cas. Merci. Super. Bon, bah écoute, ça veut dire que... Ah, bah, on a Cécile, alors je t'en prie. Non, mais en fait, j'ai pas de questions particulières. Je trouvais juste que le témoignage était assez inspirant. Ça nous permet un tout petit peu d'envisager le chemin qui nous attend un peu à 360 degrés. Je me suis reconnue un peu sur certains détails. Et voilà, ça me permet peut-être aussi d'anticiper. Donc, merci beaucoup pour ce Avec grand plaisir. Puis, chercher, il y a énormément de plaisir dans tout ce qu'on fait, on ne le ferait pas sinon. Donc, quand je vois même des gens qui sont dans des situations, des gens de mon âge, de mon niveau de diplôme, qui sont dans des situations beaucoup plus confortables matériellement, et que je les vois aussi un peu s'ennuyer. Je regrette, je le regrette, je connais pas. Je sais pourquoi j'ai choisi ça et je ne reviendrai pas sur ma décision, je ne regrette pas. Donc dites-vous, il y a énormément de plaisir dans cette voie-là. Des difficultés aussi, mais c'est d'abord le plaisir. D'accord. Je crois que Jamel avait envie de prendre la parole aussi. Non, bah, c'était juste pour remercier Olivier. Bon, moi, quelque part, ça me rassure. Je vois que je ne suis pas le seul à ne pas réussir à décrocher, en tout cas à décrocher longtemps de UA. C'est vrai que c'est compliqué, mais comme tu dis, c'est plus la passion aussi, le fait d'aimer ce qu'on fait. Donc, en tout cas, merci pour ton témoignage. Non, mais avec grand plaisir. Il y a des gens qui attendent le week-end pour faire ce qu'ils aiment, ou les vacances. Ça fait pas beaucoup de jours dans l'année. C'est quand même une vie bien plus agréable, je trouve. C'est ça, ouais. Puis, bon, des fois, on doit se coucher tard, mais c'est vrai qu'on le fait pour nous-mêmes, alors que, bon, moi, j'en vois d'autres qui finissent à 23 heures, mais ils sont plutôt contraints de le faire, quoi. Donc, c'est vrai que ça change tout. Ouais, exactement.